La notion de féminisme vous paraît une notion importante? Pas du tout, non. Les femmes, pour leur émancipation, s'alignent sur les hommes. C'est ça que je trouve très regrettable. J'aime pas du tout les suffragettes. Les femmes deuxième sexe. Je trouve que la femme, elle est encore à la proto-histoire de la femme. Elle a tout à faire. Son histoire est à venir. Mais s'aligner sur l'homme pour faire reconnaître ses droits, c'est marquer le coup. C'est stupide. Comme si l'homme était le critère de l'individualité. Mais alors, quel est le critère à venir de la femme? Son naturel. Mais si la femme est un animal relativement aliéné, le naturel est une question qui reste à débattre. Il est aliéné de l'extérieur, il a été aliéné par l'homme, qui s'en est servi pendant des siècles, par la chrétienté. Mais je veux dire, je parle d'un vrai naturel, pas du naturel, comment dire, pas du naturel opprimé. Ce n'est plus le naturel. C'est en allant de l'avant à partir de notions très élémentaires comme l'éducation, en laissant les filles grandir comme les garçons, que la femme récupérera son naturel. Elle l'a perdu à cause de l'homme. Tout ça sont des valeurs grossières qui ont fait le pouvoir de l'homme. C'est les valeurs guerrières, le courage, etc. Il faut nettoyer tout ça. C'est vous qui avez à dire qu'est-ce que la littérature? Ce n'est pas important. Est-ce un art tout court ou une certaine façon d'art de vivre? Personne ne peut vous répondre là-dessus. Personne ne sait ce que c'est que la littérature. Comme la poésie, c'est la même chose. Mais vous n'écrivez pas seulement pour faire de la littérature. Enfin, pour faire cette chose qu'on ne sait pas qui s'appelle. Mais on ne vit pas comme un littérateur. On vit tout court. Un type qui se propose un mode de vie de littérateur, je ne peux pas le penser. On est toujours, d'ailleurs, quand on est un écrivain, je crois qu'on est toujours un écrivain, même dans le sommeil. C'est un métier bien particulier. Il y a une élaboration constante, on ne cesse jamais de l'être. On n'est pas écrivain quand on se met à table avec un stylo. On l'est tout le temps. C'est évidemment ça, c'est différent des autres métiers. C'est vrai. Mais je pense que tous les métiers qui touchent un peu à la création, de près ou de loin, conditionnent toute l'existence. On est toujours cinéaste, on est toujours un écrivain. Mais on est affreusement métallo quand on est métallo. Mais dans la mesure où... Pardon, je veux dire par là que c'est un très grand privilège d'écrire. Mais dans la mesure où vous racontez des histoires et que ces histoires se transportent sur le théâtre ou sur l'écran de cinéma, il y a dans votre œuvre deux choses qui peuvent être peut-être la littérature et l'anecdote. Et l'anecdote, vous n'êtes pas sans lui donner certaines significations. C'est dans ce sens-là que je parle d'art tout court, de complaisance artistique, ou d'une certaine façon d'art de vivre. Ah non, alors dans ce sens-là, je ne le suis pas du tout. Vous parlez d'une anecdote fructifiante, dont on se servirait. Signifiante tout au moins, qui fait mûrir une certaine réflexion. Oui, mais ça, on ne peut pas la provoquer, vous comprenez? Quand vous êtes en automobile, vous croyez que la route vient à vous. C'est une illusion, c'est vous qui allez vers la route. C'est pareil. Je ne sais jamais ce qui va arriver, mais comme vous. C'est après coup et bien longtemps et à longue échéance que l'écriture s'empare de l'expérience. Ce n'est jamais immédiate, à chaud. Enfin, je parle pour moi. Jamais. Toute une grande part. Et si on mangeait? Vous êtes fasciné
dans votre œuvre et dans vos articles par les petites gens. Pourquoi? Oh, pas du tout. Qu'est-ce que vous appelez les petites gens? Je me souviens de certains articles sur des filles, par exemple. Sur des filles. Mais c'est pas des petites gens. Il n'y a pas de petites gens. Ça n'existe pas. Je ne comprends pas cette expression. Les petites gens sont les gens qui entrent depuis fort peu dans la littérature, qui sont des gens... Ce sont des gens. Oui. J'ai jamais fait la différence. Non, j'ai jamais fait la différence. Je ne me suis jamais posé cette question, vraiment. Il y a des femmes du monde aussi dans mes livres. Des consuls, des ambassadeurs, des mendiants, mais c'est bien pareil. Enfin, vous savez, les structures sociologiques des livres, ça alors, c'est dépassé. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est pas ça qui est intéressant dans un livre. Ce qui est intéressant, c'est les propositions qu'on fait dans un livre. C'est le genre de lecture qu'on propose, le genre de situation qu'on propose. Si vous voulez un roman, maintenant, c'est une proposition faite à un lecteur. Si vous y voyez des petites gens, si moi j'y vois des gens tout court, c'est un autre plan. C'est un jugement à un autre degré. Moi, je ne vois pas de petites gens dans mes livres, par exemple. J'employais petites gens entre guillemets. Non pas que... Oui, je vois bien, mais... Enfin, je vous dis, je refuse. La situation économique, par exemple, le square, sont des petites gens. Sociologiquement, économiquement. Non, moi je dis le square, c'est deux personnes qui ont une dialectique naturelle, naturellement révolutionnaire, et qui poussent jusqu'au bout. Vous voyez? C'est une différence de langage. D'importance. Oui. Est-ce que, même si votre œuvre ne la reflète pas directement, immédiatement vous semblez avoir une vision politique, je veux dire une espèce de morale à la hauteur du groupe, du monde? Une espèce de morale? Je veux dire, vous avez une vision politique du monde. C'est-à-dire une espèce de... J'entends politique, une espèce de morale à la hauteur du groupe. Une espèce de... Je m'excuse, une espèce de morale? Si vous voulez... Stop. Eh bien, il m'importe que vous... Je vois pas du groupe. Non. Enfin, je suis communiste. Même si votre œuvre n'est pas directement influencée par votre vision politique et non pas partisane. Vous voulez dire que je ne fais pas de littérature engagée? Je veux dire que même si vous n'avez pas conscience de faire de la littérature engagée, partisane, vous faites une littérature politique. C'est-à-dire qui se situe à un certain niveau de la morale du groupe. Alors de façon très lointaine. Effectivement, je ne fais pas de littérature engagée. Je suis tout à fait contre l'engagement de la littérature. Je crois que lorsqu'une morale ou des idées politiques se mêlent à l'inspiration, elle la corrompt, à moins que ce soit dans les périodes poétiques comme 1920 en Russie. Dans les périodes poétiques de la Révolution, comme dit Dastier. Bon, mais il y a 10 façons d'être révolutionnaire en littérature. D'abord, c'est de chercher. La recherche est révolutionnaire. De briser les structures romanesques établies, c'est révolutionnaire. N'est-ce pas? C'est dans ce sens-là, je crois, seulement qu'on peut le dire de moi. J'essaye de sortir de l'impasse balsacienne.
c'est-à-dire du 19e. Oui, mais Si vous voulez, l'individu, sociologiquement, ne m'intéresse que secondairement. Quand vous dites petites gens, je ne comprends pas, par exemple. Il y a des personnes sans aucune considération de classe. oui, Pour moi. mais ces personnes sont prises dans un tissu historique qui est défini, donc que vous ne pouvez pas nier, parce qu'il conditionne à tout le moins l'anecdote. Bien entendu que je ne peux pas le nier, mais je n'en fais pas l'objet du roman. Le projet, en général, passe outre. Ce qui m'intéresse, par exemple, dans les gens du square, c'est leur situation, je dirais presque privilégiée. Tellement elle est pure, n'est-ce pas? Puisqu'ils sont à la limite du prolétariat. Et que ces gens retrouvent par une sorte de voie royale du dénuement, de la pauvreté, qui retrouvent une dialectique révolutionnaire. C'est ça qui m'intéresse. Donc ce sont les personnes elles-mêmes du square qui m'intéressent. Mais c'est aussi la situation révolutionnaire qui est là alors. Bien entendu. Mais je suis communiste. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que sinon, ils sont sinon symboliques, du moins exemplaires. Ils sont exemplaires, effectivement. Mais qui n'est pas exemplaire dans un roman? Vous comprenez dans quel sens je le dis? Exemplaire par rapport à soi. Enfin, un roman tire une personne au mieux d'elle-même et la fait agir au plus près de ses possibilités dernières et premières. Mais c'est tout. On est exemplaire dans ce sens-là seulement. Je pense... Stop. On a perdu la tête. Parce que... je crois que ce qu'il veut dire, dit Michael Richard, c'est plus encore, il voudrait ne lui donner d'existence que dans celui qui la regarderait vivre. Elle ne ressent rien. Est-ce que... il y a presque une théorie de la littérature, là. Je dis un peu une boutade, mais j'aimerais que vous expliquiez cette phrase. Bon, il s'agit d'une personne qui est mendiante, n'est-ce pas? Qui marche depuis 10 ans et qui arrive à Calcutta, qui est dans le dénuement qui est le plus grand qu'il puisse se penser. Vous êtes d'accord? Ah non, là c'est un dénuement physique. Nous sommes aux Indes, c'est ça? Bon, et cette personne a perdu la tête. Elle est sans mémoire aucune de ce qu'elle a vécu. Ni de la faim, ni de la douleur, ni de la solitude, ni de son périple. Elle est là, cependant. Elle est vivante. N'est-ce pas? Elle n'est pas nommée. Bon. Alors, elle se propose à la littérature, dans mon livre, comme étant d'une vacuité idéale. Je peux couler dans cette femme n'importe quoi. N'importe quelle histoire. Je peux tout imaginer. Évidemment, c'est par excellence une sorte d'apersonnage, comme on dit, apolitique, d'apersonnage romanesque. C'est ça que je veux dire. Elle n'a d'existence que celle qu'on lui prête. Puisqu'elle ignore, elle s'ignore vivant, elle n'a que l'existence du dehors, donnée par le dehors, donc par la littérature. Qui s'occuperait d'elle sinon la littérature? Qui? Mais elle est dans une situation encore plus... Elle ou vous êtes dans une situation plus privilégiée parce que elle est reflétée par un premier degré de la littérature, puisque elle est le sujet d'une écriture qui se situe dans votre écriture. Oui. C'est-à-dire est-ce qu'elle est doublement vide et offerte à la littérature, à la double littérature, ou est-ce que
Pourquoi choisissez-vous de faire voir ce personnage à travers un écrivain qui raconte l'histoire, qui s'imagine l'histoire de cette... Pour marquer le coup, justement. Parce que je ne veux pas que ce soit ma thèse sur la mendiante qui figure dans le vice-consul. Je veux que ce soit une des thèses possibles sur la mendiante. Alors j'en passe donc par le truchement d'un écrivain de pacotille, qui est Peter Morgan. Vous comprenez? Si moi j'avais décrit la mendiante comme elle est décrite, et ça c'est la cuisine romanesque, hein? Si moi j'avais décrit la mendiante comme je l'ai décrite, vous y croiriez. Je veux pas que vous y croyiez. Donc j'en passe par un tiers. Pour quelle raison voulez-vous que nous n'y croyions pas? Que vous y croyez comme une hypothèse, comme à une hypothèse. Parce qu'elle est infiniment plus riche. Ce vide, ce vide égrouillement, ce grouillement fantastique à proprement parler. N'est-ce pas? Et je veux qu'il soit sous-jacent au livre. Je veux qu'il existe. Que vous fermiez le livre en disant, tiens, c'est lui qui l'invente, ça. C'est probablement vrai, puisque les repères sont... Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des forêts de choses. La famine, tout, enfin. J'étais pas très adroit, mais... Encore davantage, sauf que l'univers romanesque proposé est invérifiable. Il reste constamment sans réponse objective. Sauf à longue échéance. Pas évidemment, sans les philosophes du XVIIIe siècle, du XVIIe et du XVIIIe siècle, vous n'auriez pas eu la Révolution. Vous comprenez, c'est à longue échéance. Mais alors... Je crois qu'on pourrait poser la question différemment. La Lune ne vient pas vers le calcul humain. Je crois que je me trompais d'ailleurs dans ce que je vous ai répondu. Mais comment dirais-je, les philosophies humaines provoquent des événements qui ne sont pas des événements inscrits dans la nature de l'homme. Vous comprenez? Non, mais j'y ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça, je ne vais pas répondre. Se codifier. Vous me demandez si la littérature peut se codifier? Non pas se codifier, puisqu'elle est création permanente, mais plutôt que d'être une ressucée de procédés repris d'une génération sur l'autre, est-ce que la littérature moderne ne s'oriente pas vers une fusion de tous ces procédés, comme un peu les hypothèses scientifiques se superposent? Oui, mais alors si vous avez... Comme Newton s'intègre dans Einstein, par exemple. Ah, c'est possible, mais c'est pas au littérateur de le dire. Je pense que l'inspiration est aux antipodes de toute systématisation. Nous ne savons pas où nous allons, du tout. Et quand vous parlez de la littérature en général, vous parlez je crois de la seule chose non communautaire qui soit. Il y a une communauté d'écrivains, mais qui n'est pas communautaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons tout seuls. Je crois que la relation de l'écrivain avec son œuvre est une relation d'exploration, bien sûr. Nous allons toujours vers des parts de nous-mêmes qui sont inexplorées. Sans ça, ce n'est pas intéressant. Mais nous y allons seuls. Oui, vous y allez. Qu'en fin de compte et au bout de décades, cela fasse un mouvement littéraire, nous n'avons pas à le savoir. Tandis que nous écrivons. Nous avons à l'ignorer. Ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là que je posais la question. Je pense par exemple que Ronsard
de par sa culture, avait une vision différente du monde, entendait le monde d'une façon différente que vous par exemple, que Valérie, pour rester dans le monde poétique. Bien sûr. Je veux dire par là que... Nous sommes porteurs, enfin les écrivains sont porteurs de visions personnelles et qu'ils essayent de communiquer. Oui, mais est-ce L'aboutissant de cette vision, vous voulez dire oui, mais ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Vous pensiez qu'il y avait une sorte de mouvement de convergence de toutes les littératures d'une certaine époque. reprise en main des littératures par un individu et à travers un individu, à travers un écrivain. Oui. La philosophie pouvait se passer de la poésie, mais jamais la poésie de la philosophie. Tout se tient. Seulement, là où je n'étais pas d'accord avec vous, c'était la grande résultante de la chose. La science aboutit à des réalités scientifiques, efficientes, qui se traduisent objectivement par ce qu'on appelle le progrès matériel. Mais nous, dans la mesure... nous aboutissons à la culture générale qui évidemment change le monde. Parce que, je me répète, mais sans les philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle, il n'y aurait jamais eu de mouvements sociaux en Europe. Oui, c'est-à-dire que... Seulement, je me refuse à employer le mot hypothèse. Nous ne lançons pas des hypothèses de par le monde. Je n'ai pas dit non plus que vous lanciez des hypothèses. Nous ne posons pas un grillage hypothétique sur le monde. Marx n'a pas interprété le monde, il l'a vu. Il l'a vu comme il était. La relation capital-travail n'est pas une relation inventée. C'est une réalité absolue. Oui, mais là, vous touchez un cas particulier qui est le cas de la philosophie. Mais Rousseau faisait de la littérature. Oui, mais nous allons vers une spécialisation où il y a d'une part les philosophes, d'autre part les scientifiques et d'autre part les... Mais Rimbaud, qui a amené tout le grand branle-bas de combat de la littérature actuelle, Rimbaud et les surréalistes, c'était pas des politiques ni des philosophes. C'était des parleurs. C'est l'œuvre orale des surréalistes qui a fait le plus grand bien à notre temps. Donc il n'y a pas d'étanchéité entre les genres. Je crois que tout est pareil. Le cinéma, la philosophie, la poésie, la littérature, la science. Mais croyez-vous vraiment à une identité des genres Mais une identité où? À l'origine? Non, dans l'élan créateur, certainement. Et dans l'efficience, oui, différemment l'une de l'autre, puisque évidemment, il est beaucoup plus rare dans le domaine de ce qu'on appelle de la pensée gratuite, enfin de la poésie, de la littérature, d'avoir des résultats aussi immédiats, aussi visibles. C'est bien sûr. Est-ce que le rôle de la littérature n'est pas de se situer, en fin de compte, dans un certain sens de l'histoire? Inévitablement. Qu'elle le veuille ou non. Qu'elle le veuille ou non. Mais ça, il faudrait savoir à quel niveau vous parlez de ça. Si c'est au niveau subjectif de la création ou au niveau du résultat, de l'influence sur les idées, sur les valeurs. Je pense que de toute façon c'est
à tous les niveaux, c'est au stade subjectif de la création, au stade subjectif de la réception du lecteur et au stade objectif du résultat final. Enfin. Et alors? Non, mais justement, enfin, est-ce que l'intérêt n'est pas d'être conscient de cette objectivité finale de la littérature? L'intérêt? Oh, je crois qu'on en est conscient, mais à des moments différents, si vous voulez. Dans le temps où on fait de la littérature, je crois on n'en est pas conscient du tout. N'est-ce pas? Quand M. Aragon écrivait... Comment appelez-vous ce livre-là? Sur l'armée. Vous vous souvenez de ce livre admirable d'Aragon qui se termine par Je conchis l'armée française et ses honneurs. Comment s'appelle-t-il? On peut arrêter, on va chercher le titre. L'écrivain dehors. C'est à vous de me parler de l'écrivain dedans. Là, je vous dis, l'écrivain dedans. Je mange, je m'excuse. Oui. L'écrivain dedans, enfin, pour moi, le vrai écrivain, il ne sait pas qu'il porte le progrès en lui. Il n'en est pas conscient dans le temps même où il écrit. Je vous dis, par exemple, je vous parlais des surréalistes. On ne sait pas quand Breton écrivait Nadja. Je ne crois pas qu'il ait été conscient d'apporter un tel bouleversement à la littérature. Je ne pense pas. Oui, mais il apporte un bouleversement à C'est après coup que ces choses-là sont agissantes, même sur l'écrivain. Un écrivain qui a modifié son temps, il y prend goût. Ça, c'est très dangereux d'ailleurs. Il devient un militant de lui-même et ça, c'est pire que tout. Mais comment s'appelle ce livre d'Aragon? L'honneur? L'honneur? Pourquoi avoir choisi de délivrer ce personnage en 1965 et non pas 10 ans plus tôt, par exemple? J'étais pas mieux pour le faire 10 ans plus tôt. Mais ce personnage habitait en vous 10 ans plus tôt. Bien sûr, il ne m'a jamais quitté, je l'ai connu enfant. Je l'avais d'ailleurs mis dans un livre qui s'appelle Le barrage contre le Pacifique, mais à titre épisodique. Il avait beaucoup moins d'importance que maintenant, dans le vice-consul. Vous savez, on ne choisit pas ses temps. Ça vient quand ça vient, ce n'est pas du tout en rapport avec la guerre du Vietnam, ou bien alors, c'est à mon insu. On pose toujours aux écrivains des questions auxquelles ils répondent très difficilement. On demande pourquoi ils écrivent. Mais les écrivains, eux, pourraient demander aussi pourquoi les autres n'écrivent pas. C'est pareil. Ça semble très difficile de ne pas écrire. Vous comprenez? Oui, je comprends. D'autant plus que j'ai ce travail. Pourquoi maintenant? Je sais pas. Je ne peux pas vous répondre du tout. Parce que sans doute que je me suis débarrassée d'un certain nombre de choses dans mes autres livres. Et que cette chose-là, qui était plus importante pour moi que les autres, a pris naturellement sa place une fois que j'ai été désencombrée. Problème plus personnel, quand j'étais plus jeune. Je voulais parler de maturité. Est-ce que dans 10 ans, vous n'auriez pas été mûr davantage pour délivrer justement ce personnage?
Ah, ça, je peux pas vous dire non plus. Non, simplement, je cherche à définir la situation historique de l'écrivain vis-à-vis de son œuvre. Qu'est-ce qui peut susciter Bon, en gros, si vous voulez, on commence toujours par l'autobiographie. Alors, admettons que dans ce cas particulier, dans le mien, je me méfie beaucoup de l'autobiographie. Que ça a été ma méfiance numéro 1. Hein? Alors, ça, j'ai pas voulu le faire. J'ai connu à 12 ans, j'ai pas voulu le faire très vite parce que je l'aurais fait en direct, par exemple, comme on dit dans le cinéma. Hein? Je l'aurais fait à chaud. Avec de la sentimentalité. Une façon déplaisante et douteuse. Maintenant, j'en vois la portée. Je vois mieux la situation de cette personne dans le monde, dans le contexte mondial. Voilà. Marguerite Duras, il se donne en ce moment un spectacle composé de 2 pièces, Yes peut-être et le Saga. Chaga, oui, je l'ai bien dit tout à l'heure. Au théâtre Grammont. Il se trouve que ce spectacle ne marche pas fort. Est-ce que vous en avez une explication? Mais il ne marche pas du tout, même parce que il a été assassiné par la critique. À 3 exceptions près, enfin, toute la critique a été d'accord. Donc c'est normal qu'il ne marche pas. Non, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de faire une analyse de la critique. Enfin, parce que je pense que si on a en France à repenser le théâtre, on a également à repenser la critique. Et est-ce qu'on peut, à travers la critique à travers les critiques qui ont été faites de ce spectacle, voir un certain nombre de points communs et essayer d'en dégager une espèce de philosophie du théâtre, enfin. Ce qui s'est produit, je crois, c'est que les critiques n'ont pas été spectateurs de ce spectacle. Si vous voulez, la générale était bonne, même très bonne, enfin, il y avait une partie du public très enthousiaste, mais la critique est restée morne et non concernée. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir dit que pour certains spectateurs, enfin, pour une partie de la salle, il y avait eu spectacle. Si vous voulez, ce que je reproche à la critique, c'est d'être là depuis 15 ans et ne pas bouger, de ne pas revoir jamais ses positions. Je trouve que, enfin, quelqu'un me disait l'autre jour, un metteur en scène, que pour certains d'entre nous, c'est une situation très inquiétante, très grave, n'est-ce pas? Ils en sont encore à Monterland, si vous voulez. Et les défenseurs de la pièce se sont alignés sur quelle position pour la défendre? Je ne sais pas, enfin, j'ai eu des avis qui concordaient avec le mien. C'est-à-dire que c'est un spectacle sans commencement ni fin. Je pourrais en faire 3 kilomètres, n'est-ce pas? L'idéal pour moi, c'est d'en faire 100 pages, et puis qu'on puisse puiser là-dedans ce qu'on veut. 1 heure, une demi-heure, 1/4 d'heure, 2 heures. C'est un théâtre discontinu. Oui, formellement, il y a une chose qui m'a frappé, surtout dans Yes peut-être, c'est que c'est un théâtre sériel. Il est composé... Dans le sens de la musique? Oui, il est composé de séries qui sont exposées, puis après qui sont développées, qui sont reprises, qui sont remodulées d'une autre façon. Et ça, surtout sur le plan du langage, enfin. Est-ce vraiment dans ce sens-là, ou est-ce que je me suis carrément trompé? Si, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que rien n'est raconté
à proprement parler, n'est-ce pas? Tout est, comment dirais-je, si on peut dire improvisé. Je sais qu'on a parlé de happening à propos de ce spectacle. Ça me plairait assez de dire que c'est une sorte de happening fixé. Voyez-vous? Qu'à l'origine de la pièce, il y aurait eu un happening que j'aurais, comment dirais-je, arrêté. Il n'y a pas de raison pour que ce soit ça ou autre chose. Autre chose ou ça. Il pourrait divaguer, je parle surtout du Chaga, sur des tas d'autres sujets. Aller d'un sujet à l'autre, oublier, recommencer, s'égarer, ne plus se reconnaître, repartir dans un autre sens. C'est, je pense, ce qui a déconcerté la critique et aussi sans doute une partie du public, oui. C'est de ne pas trouver le fil. Mais comment les prévenir qu'il n'y en avait pas? C'était mon problème. Oui, c'est une des choses qui m'ont frappé. Moi, je tombe systématiquement, alors c'est pas grave, je suis un modeste. Une des choses qui m'ont frappé, c'est justement que c'était... Vous dites, vous, un happening fixé. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire une proposition de happening. C'est-à-dire que... Oui, d'accord. Il y a trois... Je suis pas très fort en mécanique. Il y a sur scène un piston, un démarreur et un vilebrequin, allons-y. Et c'est au public à faire marcher la voiture. Est-ce que c'est un peu dans cette intention-là que vous avez travaillé? Absolument, c'est comme une proposition, comme un peu mes livres, si vous voulez. Une proposition théâtrale, à partir de quoi tout spectateur est libre de s'y ennuyer ou de s'y intéresser ou de s'y retrouver. Mais peut-être que là, la difficulté de la proposition et la difficulté du démarrage est que cette proposition se situe uniquement, pratiquement, enfin, sur le plan du langage. Ce que vous donnez à voir spectaculairement, c'est un langage. C'est-à-dire que le langage est moteur, c'est à partir des mots qui démarrent, n'est-ce pas? Exactement. Le mot bidon en particulier, les noms propres, n'est-ce pas? Du blanc, dux, du veau, des noms de dames, le mot oiseau. Il y a comme ça des mots. À un moment donné, si vous vous souvenez, on lui demande, il parle de l'oiseau, il dit qu'un oiseau est arrivé chez lui un matin, et les deux femmes lui demandent comment il a pris la chose, et il dit, je l'ai prise en considération. Ce mot considération est en bas de toutes les lettres de la bourgeoisie depuis 100 ans. Il ne veut strictement rien dire. Mais quand même, il fait démarrer comment dirais-je, des fantasmes chez les fous. Ça a un sens, mais nous ne savons jamais lequel. Ça, c'est au spectateur de décider. Oui, mais alors, comment, puisque vous avez participé à la réalisation du spectacle... Oui, je l'ai complètement fait. Non seulement en tant qu'auteur, mais vraiment en tant qu'auteur de spectacle, c'est aussi une des choses qui sont intéressantes dans l'entreprise, c'est que comment avez-vous essayé de donner à voir ce spectacle? Parce que il ne s'agissait plus simplement de l'écriture, mais d'une autre écriture. Vous parlez de la mise en scène. Qui est l'écriture scénique, enfin, oui. Oui. Parce qu'il ne me semble pas que l'écriture scénique était impliquée dans l'écriture. Mais vous n'avez aucune action. Donc tous les mouvements étaient inventés. Toute la mise en place est forcément, comment dirais-je, si elle peut être dictée de l'intérieur, les mots leur font peur, ils se sauvent. Les mots les rassurent, ils reviennent. Les mots les groupent, les mots les séparent. Ça part encore du langage. Dans la guerre, surtout, n'est-ce pas? C'est un langage, c'est une conversation à la cantonade, donc ce n'est pas une conversation, la plupart du temps.
Mais dès que la conversation devient plus personnelle, les femmes se groupent. Et si vous voulez, l'homme qui est là, qui est un homme d'avant, qui est nous, n'est-ce pas? Celui qui a tellement irrité la critique. Cet homme est considéré comme un objet à la fin de la pièce. Elles sont assises contre lui, elles lui marchent dessus. Elles ne font plus aucune différence entre un morceau de rocher ou cet homme. Entre un morceau de rocher, une ordure... Ou une poubelle, oui. Il est jeté d'ailleurs aux poubelles, oui. Je ne sais pas ce qui a mis la critique... ce qui a fait que la critique a été à ce point méchante. Ça ressemblait à un règlement de compte. Oui, enfin... Plusieurs personnes me l'ont dit. Mais quel compte? Pourquoi? C'est ça. Vous avez votre petite idée là-dessus. J'en ai pas. Non, je crois qu'avec... je crois qu'à propos d'un exercice formel, parce que c'est aussi pour vous, je pense, un exercice formel. D'illogique. Formel. On a voulu régler son compte à la gauche. Et je me souviens d'un dessin qui m'est tombé sous les yeux par hasard, parce que je ne lis jamais ce journal, mais c'était un dessin d'un Minute, où il était question de votre pièce, où on représentait le personnage de Yes peut-être, accroupi, les fesses bien proéminentes, coiffé d'un chapeau vietnamien, avec sur les fesses le mot patrie. Il a un béret de parachutiste. C'est une photo. Oui. Non, mais c'était pas une photo. C'était un dessin humoristique. Et justement, ce qui m'a frappé hier soir, c'est que remplacer le béret de parachutiste sur de la réalité par un chapeau de paille vietnamien dans le dessin avait beaucoup de signification et justement impliquait toutes les condamnations qu'on peut faire à la gauche. Je ne vois pas ce que le béret vietnamien fait. De toute façon, le soldat vietnamien se bat parce qu'il est agressé. Je ne vois pas comment la droite peut renverser la situation. Si, de toute façon, je ne vois pas non plus. Me semble riche. Pardon. Me semble assez riche de signification. Et je veux dire par là que vous avez essayé de faire une pièce d'après-après, et que peut-être parce que les gens ont été plus concernés qu'ils n'ont bien voulu l'avouer, ils y ont vu une pièce de maintenant. Ah non, puisqu'il y a un critique, je sais, je ne dirai pas lequel, qui a dit « ça me ferait aimer la guerre ». Ça me la ferait regretter. Non, non, ils ne se sont pas trompés. C'est cet avenir qui les repousse. Vous savez, les gens sont d'un nationalisme incurable. Je me suis fait insulter dans la rue à cause de cette pièce. 3 personnes qui se sont retournées en me disant il faut la brûler avec les communistes. Comme au Moyen-Âge. Ça me fait assez plaisir. Parce que beaucoup d'étudiants viennent aussi me dire merci. Vous croyez que c'est un compte réglé à la gauche? J'en ai l'impression, oui. Comment expliquer ce déchaînement, enfin, dans les mots? Enfin, il y a des critiques tellement méchantes que c'en est impressionnant, ça glace. Les mots qu'ils emploient. Les mots bavassés, par exemple. C'est absolument effrayant. Peut-être qu'ils ne le savent pas, qu'ils sont nationalistes à ce point, patriotes à ce point, qu'ils ne le savent que lorsqu'on leur dit, enfin lorsqu'on leur dit qu'on ne l'est pas,
Ça, il est là depuis très longtemps, cette critique. Oh là là, c'est une plaie. Bon, Dans les deux pièces, du point de vue du langage, il y a une similitude que je voudrais dire. On parle toujours de mots qui se sont placés, soit dans les oiseaux, dans un oiseau, soit dans l'homme, dans l'ancien guerrier. Par exemple, à un moment donné, on dit les mots God, guerre, sont entrés dans l'homme. N'est-ce pas? Comme le mot moi, dans l'oiseau. C'est une similitude que je voudrais dire. Et par ailleurs aussi, la disparition complète du pronom personnel je dans Yes peut-être n'a été signalée par aucun critique. Et au contraire, le public qui a aimé la pièce l'a remarqué. Enfin, il n'y a pas eu une exception de ce côté-là. Alors, est-ce qu'ils ne l'ont pas entendu? Est-ce que vous croyez que c'est possible que le jeu avait disparu? Je crois que c'est possible. Qu'il ne l'ait pas entendu. Ils sont tellement persuadés de leur propre jeu qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il disparaisse chez d'autres. Moi, je crois que quand on dit on, n'est-ce pas, ils entendent je. C'est ce que j'appelle l'incurable d'avant. Il y a cette période d'apprentissage aussi qui aurait pu les éclairer, c'est on, tu, nous. Oui. Et qui aurait pu justement déclencher le réflexe de compréhension. Oui, mais qui ne l'a pas déclenché. Je crois que quand ce moment de la pièce est arrivé, ils étaient déjà dans le refus de la pièce. Je pense que la pièce a été refusée par la critique dès la 6e réplique. Et qu'ensuite elle a attendu qu'elle se termine. J'ai déjà eu une expérience similaire avec le Square, au studio des Champs-Élysées. Gauthier avait une phrase très remarquable. En guise de conclusion, il avait dit ceci. Chauffard, l'acteur, Chauffard ressemble à un chien. Je croyais que l'entrée des squares était interdite aux chiens. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Un critique littéraire qui a des arguments comme ça. Un critique théâtral. Il aime... J'en veux pas, Gauthier, d'ailleurs. Je trouve que c'est le plus honnête. Quand il aime pas, il l'aime pas. Évidemment, il ignore que quand on est critique, il faut aussi aimer ce qu'on n'aime pas. N'est-ce pas? Et à propos d'Ionesco aussi, il avait dit ça. J'avais envie de lâcher mes chiens. Toujours les chiens. La dernière fois, il a dit que c'était un chef-d'œuvre. C'était pas représenté au même endroit. Voilà. Le dernier Ionesco était présenté aux Français. Le précédent Duras était représenté chez Barros. Ce sont des théâtres officiels. Ils étaient très contents des journées entières. Moi, s'il faut que je recommence un théâtre comme ça, c'est pas que je le refuse. J'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Madeleine Renaud, énormément. Mais j'ai pas envie de recommencer. Si c'est ça, je fais plus de théâtre. Vous avez eu un lapsus tout à l'heure très significatif. Je pense que c'est la tare originelle de la critique dramatique. J'ai dit, quand on est critique littéraire, et c'est peut-être un peu aussi le reproche qu'on peut faire à un certain nombre d'auteurs, dont Marguerite Duras, c'est de penser le théâtre en termes de littérature. Alors, c'est peut-être là que le bas blesse, et ce qui fait que le théâtre est profondément malade, c'est qu'on juge le théâtre en termes de littérature. Alors maintenant, où allez-vous après cette expérience? Quel est le théâtre? Moi, entre les gens, je ne vois pas une telle différence. On me dit toujours, ça c'est du cinéma, ça c'est du théâtre, ça c'est de la littérature. Je n'en suis jamais convaincu. Je ne crois qu'au théâtre qui se fait là, sous nos yeux. N'est-ce pas?
Et à partir des propos tenus. Si je dois abandonner ça, j'abandonnerai le théâtre. Complètement. Des propos tenus dans une situation proposée. Oui, rien ne se passe en coulisses, n'est-ce pas? Il y a des spectateurs sur un plateau, ils doivent tout faire. Tout ce qui est... tout le départ d'une pièce, son action s'il y en a une, et sa fin, doivent se passer là, à mon avis, sous les yeux du spectateur. Qu'il y ait un meurtre 2 ans avant, ou un divorce 6 mois avant, c'est une autre chose, c'est un autre théâtre. La présence constante des acteurs en scène, autrement dit. Pas seulement la présence constante, c'est-à-dire que toute l'instantanéité, si on peut dire, de la pièce, elle doit se passer là. Dans le Chaga, la personne qui parle le Chaga dit devant nous qu'elle ne sait pas qui elle est, ni pourquoi elle rit. Et c'est à partir de là que la pièce démarre. Et quand elle se termine, mon Dieu, rien n'arrive en dehors de ce que vous voyez. Ils se séparent et ils vont chacun de leur côté, probablement. Elle n'a pas de conséquences autres que celles que vous voyez sur la scène. Et elle n'est pas provoquée par autre chose que par ce que vous voyez sur la scène. C'est un théâtre de la parole, on dit, je crois. Il y en a assez aussi. Il y en a peut-être assez. Non, il y en a assez aussi du théâtre où il arrive des tas de choses. Moi, je peux plus du tout voir les pièces qu'on donne, là, je peux pas. Je peux pas le dire, ça. Je peux pas dire. Non, mais... Je crois que ça, ça va, non? Ça va, non, mais on peut essayer d'approfondir un tout petit. Mais peut-être en ne faisant pas autant confiance au langage. Mais dans le Chaga, il y a toute une gestuelle, comme on dit. C'est à peu près ce qu'on dit, oui, maintenant. Non, alors, je reprends. Dans le Chaga, il y a des très longs silences, des égarements des comédiens. Il n'y a pas que de la parole. En tout cas, il y a une parole très accessible, elle est simple. Elle est très simple et très souvent elle est bête, mais il n'y a rien à comprendre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'ils essayent de comprendre, il n'y a rien à comprendre. Tout est truqué. Aucune phrase du Chaga ne signifie quelque chose. Gauthier l'a très bien défini. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun décor, aucun costume, aucune action. Ça, j'étais satisfaite de ça. C'est vrai. Oui, ce que je voulais dire, c'est que même dans la mesure où il y a entreprise de destruction du langage, ou de contestation du langage, ou de réflexion du langage. Ou un jeu, tout bonnement. Oui. Un jeu à partir du langage. C'est quand même une... Et c'est peut-être là le reproche qu'on pourrait faire au spectacle, c'est que, en fin de compte, c'est un spectacle basé uniquement sur le langage. Vous pouvez lui faire ce reproche, et puis d'autres, au contraire, peuvent trouver que c'est intéressant. Je n'ai pas dit que c'était pas intéressant, ne faites pas dire ce que je ne dis pas. Je veux dire par là que l'entreprise théâtrale, dont le moteur essentiel est le langage et une réflexion sur le langage ou un jeu sur le langage, comporte des difficultés théâtrales. Je ne dis pas dramatique parce que ça impliquerait une action, mais simplement théâtrale et spectaculaire, bien plus grosses, des difficultés conséquentes. Enfin. Ah, probablement. C'est beaucoup plus facile d'assassiner quelqu'un sur scène ou de s'embrasser, de s'étreindre, que de faire réciter des phrases interminables et vides, ça c'est sûr. Mais quand même, je donne une clé, puisqu'il est question d'un oiseau parleur qui dit n'importe quoi, n'importe quand, dans l'ordre et le désordre. N'est-ce pas? C'est quand même une clé, c'est ça qui se passe dans le Chaga. Les acteurs disent n'importe quoi dans l'ordre et le désordre.
Il dispose d'un vocabulaire relativement important. Avant juste d'en terminer, j'aimerais que... On a parlé de la similitude entre les deux pièces. J'aimerais qu'on parle maintenant de la différence. Moi, je pense qu'il faudra... Dans les deux pièces, il est question de mots à la traîne, de signification à la traîne. Comme si les mots étaient dans l'air et qui cherchaient à se poser, à rentrer, n'importe où, dans un oiseau ou dans quelqu'un. N'est-ce pas? Ça, c'est la similitude profonde entre les deux pièces. Il y a comme ça toute une masse de mots, de langage disponibles, n'est-ce pas? Une sorte de trésorerie, si vous voulez, du langage, et d'un langage actif, qui se place, qui se pose, là ou là. Le mot God, le mot guerre pour la première pièce, et les mots allô, allô, c'est moi pour la deuxième. Les mots allô, allô, c'est moi qui sont dans l'air et qui se posent par hasard, qui rentrent par hasard, d'après toujours la folie, dans un oiseau qui ne sait pas téléphoner. Alors, que deviennent ces mots sans téléphone? C'est un grave problème. C'était très amusant à faire. Mais enfin, je pense que peut-être alors c'est un théâtre à lire s'il n'est pas passé comme ça. Et la ressemblance? Ah non, la différence. La différence, c'est que le Chaga est une pièce... je sais qu'elle est difficile, même très difficile. Tandis que la guerre, c'est la première fois que je fais une pièce populaire. Je crois que la guerre, d'après moi, pourrait être représentée partout, au niveau populaire. Vous le pensez? Je crois qu'elle est active et qu'elle est... Elle est agissante. Elle est agissante, oui. Oui, les thèmes, sont des thèmes populaires. C'est presque, et c'est peut-être là aussi où la critique a buté. C'est presque une pièce d'agite-prop, enfin. Ça me fait plaisir, ça. Si, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Par exemple, il y a un mot il y a une parodie du Paternoster. Ça a été si loin que les comédiens se faisaient insulter tous les soirs que les comédiens eux-mêmes m'ont demandé d'enlever cette phrase. Vous savez, notre God qui êtes aux cieux, donnez-nous notre ration quotidienne. Et le God, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il donne? Des clous. Des clous au sens propre. Dire qu'elles croient vraiment, ces deux femmes, qu'il pleuvait des clous, n'est-ce pas, sur la terre. Même les comédiens étaient impressionnés. Ils disaient peut-être qu'il ne faut pas dire ça, ça braque tout le monde. Alors j'ai dit non, quand même, non. Il vaut mieux ne pas la donner du tout si on doit enlever des choses comme ça. Qui sont la justification profonde de la pièce.